te préviens, je vais torcher cette première partie avec une liste, puis je vais développer sur mon vrai sujet. Alors d'abord, 3 raisons vitales d'arrêter de faire semblant d'être un gentil entrepreneur. Des raisons vitales pour ton activité. Raison 1, tes ombres sont un formidable levier pour communiquer ta puissance et fasciner ton audience. J'ai déjà développé cette question dans une masterclass complète que tu trouveras sur ma chaîne YouTube dans la playlist Masterclass, donc tu peux aller regarder en détail. Raison 2, le business en ligne, c'est un échantillon du vrai monde réel. Donc, il y a des personnes qui sont là pour te marcher dessus. Et oui, et elles le feront sans hésiter si elles ne perçoivent pas la part de toi qui est capable de leur tenir tête, souvent reliée à des ombres. Raison 3, le lien que tu crées avec ton audience ou ta communauté selon ton modèle de communication et avec tes clients ensuite entre dans une toute autre dimension, dans un tout autre niveau. Quand vous êtes capables, l'un et l'autre, donc de part et d'autre dans les deux sens, de reconnaître vos failles et de les transcender. Il y aurait beaucoup de matière à développer dans ces 3 raisons principales pour lesquelles je t'engage à faire un vrai travail pour te connaître en profondeur et connaître ce qu'on peut appeler des défauts, des failles, des ombres. On met le mot qu'on veut dessus, mais tout ce qui rentre dans cette catégorie qu'on met dans le camp du mal. Et j'ajoute qu'il ne s'agit pas seulement de les reconnaître, de les connaître, de les déceler, mais aussi de les rendre visibles, qu'elles fassent partie intégrante de ta stratégie de communication. Parce que c'est de ça que je parle en finalité. C'est comment est-ce que je communique de manière plus puissante, comment je me présente au monde de manière plus puissante, comment j'impacte de manière plus puissante à travers mon image, à travers mes contenus. On peut en parler plus en détail si tu veux, pour toi précisément. Tu prends un appel via le lien présent en description et on regarde ce que ça veut dire pour ton activité, ton identité, ton branding, tes contenus. Mais la raison principale pour laquelle te présenter comme un gentil n'est pas viable, c'est parce que ça n'est pas vrai. Je ne dis pas que tu fais semblant, je ne dis pas que tu manipules exprès ton petit monde, c'est pas ce que je dis. Par contre, ça part d'une observation. J'observe des mécaniques qui mériteraient d'être conscientisées. Si chacun veut avancer sur... Bon, la liste est non exhaustive. Comment gagner en puissance, comment gagner en impact, comment gagner en autorité, comment gagner en crédibilité, comment servir encore mieux ses clients. Et globalement, comment se sentir soit puissant, comment se sentir soit au service, comment se sentir soit légitime, comment se sentir soit bien dans sa foutue activité. Bref, un panel de broutilles qui ne nous servent à rien dans notre métier, n'est-ce pas? Bon, ces mécaniques, c'est quoi? C'est 4 étapes. 1. Je refuse de reconnaître et d'exprimer ce qui me semble appartenir au camp du mal. Colère, jalousie, jugement, égocentrisme, etc. 2. Je m'enferme dans une identité qui ne tolère pas ces éléments maléfiques. Colère, jalousie, jugement, égocentrisme, etc. Pas tolérés par cette identité que tu as construite. 3. Je m'invente des problèmes liés à cette identité. Donc je rentre dans une posture de victime qui est liée à cette identité que j'ai créée sur la base de ce que je refuse de reconnaître et d'exprimer parce que ça fait partie du camp du mal. Et attention, tiens-toi bien parce que là, ça peut faire exploser 2-3 neurones. 4. J'utilise cette identité et ces problèmes pour prendre le pouvoir sur l'autre. Là, on est dans une posture de victime qui se complaît dans son statut de victime. Consciemment, elle dit vouloir en sortir. Inconsciemment, elle n'a aucune envie d'en sortir. C'est non seulement sa zone de confort et de sécurité, mais aussi, et ça je le vois pas exprimé ailleurs alors que ça me saute aux yeux, une posture de pouvoir et d'influence sur l'autre. Elle utilise son statut de victime pour obtenir l'attention, pour obtenir des faveurs, des services et en définitive, de l'amour. Encore une fois, souvent, le plus souvent, on espère, parfaitement inconsciemment. Le problème, c'est que ça peut installer un système de vampirisation, dans le sens où, même si cette personne se met en apparence au service et va même proposer de rendre service, concrètement à travers différents avantages, je viens chez toi pour ceci, je fais un aller-retour pour cela, je t'accueille à telle période, je transmets le message à un tel, je suis disponible. Dans un autre espace plus subtil, plus émotionnel, et disons-le énergétique, elle ne fait que prendre, et pas qu'un peu. Parce qu'elle a beaucoup de vide à remplir, de manques à combler, de doutes à compenser. Alors elle vampirise. Tu sais, comme les animaux qui jouent les morts pour mieux attaquer et dévorer leur proie. Ok, l'image, c'était pour la blague. C'est exagéré volontairement. On ne parle pas de prédateurs, au sens strict, ni même de méchantes personnes. Juste de personnes normales, qui mettent en place des schémas de comportement parce que leur système essaie de trouver sa place auprès du collectif. Rien de plus. Rien de moins. C'est juste que moi, mon boulot, c'est de décrypter ce qui t'empêche d'être lié à ton essence dans ces dynamiques. Donc, je les vois. Bête question d'expertise. En général, la personne qui met ça en place ne le voit pas nécessairement. Il y a une fragilité réelle derrière. Mais, hey, c'est comme tout.
Il ne faudrait pas penser que ça ne concerne que les personnes qui sont au maximum de ce comportement. Il y a tout un nuancier de la victime vampirisante toxique jusqu'à toi, moi, nous. Les personnes lambda qui parfois ont des phases de fragilité qui les poussent à rechercher le pouvoir d'influence de la victime, qui peut-être aussi empruntent ce statut dans un contexte particulier et pas dans un autre. Comme d'habitude, j'aime bien que chacun regarde devant sa porte et surtout se regarde tout nu avec les lunettes de l'auto-franchise. Du coup, je vais développer un peu sur ces 3 types de personnes qui rentrent dans ce que je viens d'évoquer. Mais c'est sûr, tu vas pouvoir penser à quelqu'un de ton entourage, si ce n'est à toi, et Inch'Allah, du haut de ma sagesse, qui est ce qu'elle est aujourd'hui, mais qui grandit à vue d'œil, je vais permettre à un point de conscience d'ouvrir un nouveau chemin pour toi. On part sur la catégorie numéro 1, les gens qui sont toujours d'accord avec tout le monde. Ah, ça me saoule quand je vois un post qui se veut engagé sur un sujet, genre même provoquant. Et je me dis, tiens, je vais peut-être réagir parce que j'approuve pas vraiment cette pensée et j'ai de la matière à amener. Et là, je regarde les commentaires. Et je me rends compte que des personnes ont déjà réagi pour apporter une opinion en contre. Et je me rends compte surtout que la personne qui a publié le post approuve 100% des commentaires, même ceux qui déconstruisent sa pensée première. Je suis 100% d'accord avec toi, c'était le sens de mon propos. Non. C'est pas du tout ce que tu as écrit en fait. Vraiment, c'est l'inverse total. Bon là tu vas me dire c'est peut-être juste une personne qui publie aveuglément sans comprendre même ce qu'elle dit. Il y en a pas mal. Mais anyway, ça va illustrer mon propos. Ça veut dire quoi si tu es toujours d'accord avec tout le monde et que tu n'entres jamais en conflit, voire que tu ne juges personne négativement? Plusieurs pistes qui sont corrélées entre elles. Piste 1, tu es extrêmement gentil et tolérant. Bravo, voici une médaille. Bon, sans rire, c'est le cas sans doute. Mais le propos précisément ici, c'est de démonter cette croyance qu'on peut être juste un gentil humain dénué de tout péché. Par définition, un humain, c'est un joyeux chaos de paradoxes. C'est ça le jeu humain. Si tu ne vois pas la face sombre de ton humain, c'est pas sain en fait. Voir qu'on est un rageux colérique n'est pas un problème. Être un rageux colérique qui l'ignore, là, il y a un souci. Donc on passe directement à la piste 2. Tu as une estime de toi claquée au sol. Pas de jugement égale pas de standard. Pas de standard égale je peux être une lavette sans opinion et sans respect pour moi-même. Je me contente de la médiocrité, j'accepte qu'on me marche dessus. Je ne sais pas dire non. Tout est négociable. Je m'enferme dans des situations qui me contraignent, m'épuisent, me font du mal. Soit tout à la fois, dans le pire des cas, soit un ou plusieurs de ces éléments. Mais tu vois le tableau. Le jugement est sain. Et comme toujours, c'est ce que tu en fais qui peut être violent, toxique, etc. Je juge selon mes standards, selon ce que j'estime précieux. Si je ne juge pas, dans ma tête en premier lieu, je ne parle pas d'aller baver ou balancer son fiel à la personne directement. Si je ne juge pas, est-ce que seulement j'ai une réelle conscience de mes valeurs profondes? Quelle exigence je pose sur la vie que je veux créer, la personne que je veux être? Je suis très sceptique sur les personnes qui n'ont jamais rien à redire sur quoi que ce soit et sur qui que ce soit. Piste 3, je refuse de contredire l'autre parce que je me nourris de sa satisfaction. Ici, tu peux arriver à une espèce de lien entre deux personnes qui est basée sur une personnalité pseudo-narcissique, se nourrissant de l'adhésion systématique, d'une part, et une personnalité pseudo-narcissique, oui aussi, se nourrissant de la validation systématique de son bon comportement. En gros, c'est « tu me valides, donc tu es validé ». Et les deux s'auto-valident en permanence. Et enfin, piste 4, celle qui pique. Je la garde pour la fin. Je prends le pouvoir sur l'autre car il n'a aucune prise sur moi. On le voit dans l'exemple du post et des commentaires, tous approuvés d'office comme étant valides. Ce comportement-là, il prive l'interlocuteur de débats contradictoires. Comment tu développes ton opinion? Contraire, si l'autre te coupe la chic et dissout sa propre opinion, tu peux pas. Elle n'a nulle part où se déposer. Ton opinion n'a nulle part où se déposer, où se développer. Ou bien tu vas passer pour un rageux insistant et alors tu perds la partie en termes d'échange relationnel. Le bâtonnet de surimi de pouvoir revient à celui qui passe pour un gentil. Pouvoir ici rimant avec approbation sociale. Car oui, celui qui est étiqueté gentil, faible, victime de lui-même et de son sens du service, tout absurde que soit son propos, sera défendu, protégé et considéré comme inattaquable. Donc oui, c'est une forme de pouvoir. D'un point de vue social, c'est même une forme de pouvoir extrêmement élaborée, que celui qui n'a pas pensé au cours de cette description à un membre de sa famille lève la main. Ensuite, on arrive à la catégorie numéro 2, les gens qui s'excusent tout le temps. Je vais vous parler directement à vous. Je suis sûre que vous vous reconnaissez, même que ça vous agace parfois de vous observer vous excuser encore et encore. Je vais être directe, mais je vous aime, promis. Les gens qui s'excusent tout le temps, prenez la responsabilité de vous asseoir avec vous-même et de faire le tri. Si je dois m'excuser, est-ce que réellement j'ai à faire cette action, à dire cette parole? Et si j'ai vraiment besoin de le faire ou de le dire, pourquoi je m'excuse de nourrir mon besoin? En somme, est-ce que j'utilise l'excuse pour justifier un comportement égoïste en le déguisant en précaution,
envers l'autre, ou est-ce que je m'excuse parce que je considère que mon besoin ne vaut rien? Et je vais te demander de bien te poser dans un espace de sincérité pour répondre à ça. Pourquoi? Parce que j'ai observé un truc chez les gens qui se montrent prévenants et disponibles à l'extrême avec les autres. Il y en a une bonne partie qui se nourrissent tellement de leur image de personne altruiste et au service qu'ils se complaisent dans cette identité insécure et peu confiante pour continuer à avoir l'attention et l'approbation des autres. Et se persuadent que oui, ils ont des automatismes de sacrifice. Ils pensent aux autres d'abord. Ah, mais c'est plus fort qu'eux, ils se choisissent toujours en second. Eh bien non, ça n'est pas plus fort que toi. Ça nourrit en toi quelque chose de suffisamment important dans ton système pour que tu le maintiennes tel quel. En l'occurrence, une compensation égotique qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui vient simplement t'apporter la reconnaissance et l'amour que tu n'as pas su créer à un autre endroit. Ignorer cette mécanique ne fait que renforcer la victimisation du pauvre altruiste. En prendre conscience permet de le déplacer et de s'épanouir à un autre endroit. C'est pour ça que je dis que je suis directe, parce que je vous aime, parce que je veux que ça s'épanouisse à un autre endroit. Mais donc, dans la suite de cette catégorie numéro 2, catégorie numéro 3, les gens qui pensent que leur problème en tant qu'entrepreneur, c'est de penser aux autres et de s'oublier. Certes, mais allons au-delà de ça. Si c'est ton cas, je t'invite à écouter vraiment. Qu'est-ce qu'on fait de ce constat exactement? On se dit « Ah bah voilà, je m'oublie, donc je vais plafonner à vie dans mon activité ». Alors quoi, ton problème dans la vie, c'est d'être trop généreux, trop altruiste, trop au service, trop engagé envers les autres? Tu sais, ça ressemble à ce qu'on répond dans un entretien d'embauche dans le salariat, quand le recruteur nous demande de décrire nos défauts. Non mais moi, vraiment, mon défaut principal, c'est le perfectionnisme. Je supporte pas de pas aller au bout des choses. Non mais moi, en fait, je suis très exigeant et sévère avec moi-même. Bah là, c'est pareil. Mon défaut, tu vois, c'est que je pense aux autres en priorité. Je suis beaucoup trop gentille et je m'oublie. Bien pratique. Tu veux connaître mes, entre guillemets, défauts après des années de démontage de bullshit dans ce genre? Je pense que je vaux mieux que la grande majorité des êtres humains. Certainement, je pense que je vaux mieux que toi. Parce que je suis hyper mégalomane. Je suis rancunière et je prends du plaisir à me venger. Et j'adore le pouvoir. C'est pour ça que j'observe les dynamiques de pouvoir. C'est parce que j'aime bien prendre le pouvoir. Et c'est une liste non exhaustive. Ça passe pas bien en entretien d'embauche, mais c'est la vérité. La nature de mes ombres ne définit pas mes actes. Comment j'exerce mes ombres fait la différence. Mais je fais super gaffe à ne pas porter des putains de hier, à tenir un discours intérieur à l'intérieur de moi qui me présente les informations brutes et non la version qui m'arrange. Alors on peut tourner longtemps en rond et dire que finalement la version qui m'arrange aujourd'hui c'est celle d'assumer mes ombres parce que j'ai trouvé comment m'en servir pour vivre ce que je veux vivre. Et c'est vrai. N'empêche que tu as compris ce que j'explique, il me semble. Mentir aux autres passe encore. On fait des choix de communication en fonction de ce qu'on veut créer dans le lien. Mais pour toi, à minima, ouvre les yeux et pose des vrais mots sur qui tu es. De plus en plus, ça me revient pas, ces comportements de construction de personnages factices. Je construis aussi un personnage. Attention, cette dynamique-là, je l'encourage même chez mes clients. Mais un personnage sur la base de qui je suis profondément, qui m'amène à transcender mes peurs et à incarner un message. Pas une construction qui fuit qui je suis et vampirise l'attention de l'autre. Le moins possible en tout cas. Je t'invite vraiment, mais vraiment à regarder profondément en toi les penchants les plus dégueulasses, les envies les moins louables, les sentiments les plus égoïstes, à les observer comme des éléments qui font vraiment, complètement, intégralement partie de toi. Pas comme des maladies dont il faudrait se débarrasser, mais comme des traits qui te caractérisent au même putain de titre que ta bonté naturelle. Et tu peux être généreux et amer à la fois, empathique et jaloux à la fois, un ange quand il s'agit de manager tes équipes et le dernier des connards dans tes relations de couple, parfaitement mature à un endroit et capricieux à fond à un autre endroit. Mais cesse de ne voir qu'un seul côté de la pièce, cesse de ne regarder que ce qui t'arrange. Non, ça n'est pas ce qui arrange les autres, et tu n'es pas une pauvre victime de la pression du regard extérieur. C'est ce qui t'arrange toi, quand bien même ça a un lien avec le regard des autres. Reprends la responsabilité de te connaître intégralement, pas à moitié, de t'aimer intégralement, pas à moitié. Et par pitié, surtout si tu communiques autour de ton activité, surtout si tu es dans une démarche de personal branding, si tu développes une identité d'entreprise, ne te cache pas. Cesse de te présenter juste comme un gentil aux yeux du monde, parce que c'est pas vrai, parce que c'est pas toi, parce que tu te mens. Parce que tu es en train de te faire du mal, parce que tu vaux mieux que ça, parce que tu as bien plus grand à offrir, parce que tu vis à travers un avatar qui ne t'élève pas, qui plafonne tes ambitions et qui succombe au sentiment de manque et d'insécurité dans ses choix. Donc, qui laisse sa vie être dirigée par la peur, peur de ne pas être aimé en premier lieu. Moi, la plupart du temps, autant que possible, je t'aime plus que je ne veux être aimé de toi. Et je m'aime aussi, beaucoup plus que je ne veux être aimé de toi. C'était pas un fonctionnement livré avec le package de base dans ma vie, du moins pas après la petite enfance. C'est un truc qui se travaille encore tous les jours, un domaine de vie après l'autre, une relation après l'autre. Aimer et être gentil n'a rien à voir. Être gentil n'amène pas les autres à t'aimer, mais à se servir de toi, à te trouver confortable, à se reposer sur toi, à se soulager auprès de toi.
parce qu'eux aussi veulent être aimés. Mais tout ça, c'est de l'amour factice, c'est ce que j'appelle de la relation de marchandage. À nous de voir si on veut proposer autre chose au monde. Perso, j'aimerais bien. Sinon, j'ai une offre unique que je te propose sur le mois de janvier. Un accompagnement individuel ultra accessible pour un tarif à 3 chiffres seulement. C'est 2 mois pour déterminer la signature motrice de ton entreprise, placer cette signature au cœur de ta communication, création de contenu, langage, positionnement, revoir ta stratégie d'acquisition en fonction, renouveler ton univers visuel sur cette base pour un boost de puissance immédiat. Et tu penses bien qu'on va parler de ce sujet que je viens de développer dans le podcast à l'intérieur de l'offre. Tout ça relié à l'analyse de ton Human Design qui permet aussi un regard lucide sur soi. Et plein d'avantages qui sont écrits aussi dans la description. Donc si tu veux profiter de cette opportunité qui ne compte que pour début 2024, que pour le mois de janvier, tu peux directement cliquer sur le lien pour prendre un appel, tu réserves ton créneau et on en parle, on voit si ça match. Salut!